Salut Mélissa, comment ça va? Salut Sandrine, ça va et toi? Bah ouais, super. Bon, aujourd'hui, ce soir plutôt, puisqu'on enregistre, il est un Mm. peu tard. Quel est le thème de l'enregistrement? Alors aujourd'hui, on va parler en présence de nos invités des freins et des motivations à entreprendre. Welcome Clara. Merci. Bonjour. Welcome Daniel. Bonsoir, merci de l'invitation. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Donc moi, Clara Trouchet, j'ai créé ma société en septembre dernier, donc c'est tout récent. Je suis consultante en RSE, donc en responsabilité sociétale des entreprises. Donc j'accompagne les entreprises à mettre en place leur démarche RSE et donc à tendre vers un modèle d'affaires plus vertueux envers la société dans sa globalité, qu'il s'agisse du social, des humains, et de la planète. Tout un programme. C'est dans l'air du temps en plus. Complètement. Daniel Girard, donc moi j'anime, j'ai créé ma société il y a 7 ans. Je suis mandataire pour Dinabuy, qui est une enseigne de services aux entreprises. Donc sur 3 volets. Le premier volet, notre volet historique, sont tout ce qui va être mutualisation des achats, puisqu'aujourd'hui la marge pour les entreprises passe par bien acheter. Un volet qui est dans l'actualité également, que sont les réseaux d'affaires, hein, puisque j'anime des réseaux de chefs d'entreprise sur Boulogne, l'Eure-et-Loire, donc Chartres et Dreux et Blois, où j'ai également des clubs à faire. Et puis un volet, on va dire, un peu plus social pour apporter et fidéliser des salariés au travers d'une plateforme d'avantages CSE, voilà, pour partir en vacances, faire des économies sur ses achats. Daniel a une double casquette puisqu'il a sa propre entreprise, mais aussi il côtoie tous les jours des centaines d'entreprises et il va peut-être aussi se faire le relais des freins ou des motivations que les entreprises ont à se créer. Donc là, ça va dépendre des chefs d'entreprise que je rencontre. Il y a les deux. Ouais, voilà. Il y a ceux qui sont effectivement des entrepreneurs aguerris. Il y a ceux qui sont effectivement qui ont envie de sortir d'un cadre et puis qui ont envie d'entreprendre. Donc il y a différentes populations, différents profils. Donc c'est toute la richesse en tout cas de mon activité, c'est ces rencontres et puis de belles pépites, parce que c'est vrai qu'on a la chance en France aussi de voir de belles entreprises industrielles qui se sont développées au fil du temps avec de belles success stories notamment. Donc c'est chouette. Donc on va être un peu positif ce soir. Il y a Oui. des freins, mais il y a aussi beaucoup de motivation. Mais c'est ça. Juste pour contextualiser, Daniel, tu es de la fin de génération X et Clara, tu es... Non mais c'est important. Et Clara, on est de la même génération, donc Y. Voilà. Plein milieu. En plein milieu, ouais. Donc on fait deux... Non, c'est pas versus. Nous, on est vraiment en symbiose avec tout le monde. Justement, on va voir par rapport à nos croyances, etc. et ce qu'on nous a inculqué, parce que souvent, c'est ce qui joue aussi. Enfin, Ouais. c'est ce qu'on voit dans tous nos échanges qu'on a depuis le début du podcast. Souvent, c'est vraiment la culture que tu as eue par rapport à ta génération, avec le fait de plus voir de la même façon la vie, on va dire, que les autres générations. C'est l'expérience. C'est ça. Et en même temps, effectivement, Daniel, il est fin X, moi je suis début X. Donc Mais on c'est va parfait. faire l'équilibre aussi. Hein. Oui, moi je suis la transition. Ouais, toi, tu es la transition sur la génération de Clara et de Mélissa. Si on rentre dans le vif du sujet, moi j'aime bien poser les choses avec quelques chiffres. Est-ce que vous savez en 2023 combien il y a eu d'entreprises créées en France? Alors j'ai entendu le chiffre, mais je m'en souviens pas. Tu vois, pourtant. Il y a plus d'1 million d'entreprises qui ont été créées en 2023 et ça a été encore un nouveau record. Alors, dans ces 1,1 million, le statut de micro-entreprise est pour 61%. C'est énorme. Et les services les plus dynamiques, c'est la livraison, les services à la personne, le conseil et numérique. Ces chiffres, ça vous parlait? Le pourcentage de micro-entreprises, oui. 1 million, non, j'étais pas trop. J'avais eu les chiffres dernièrement, j'avais fait un événement parce que je suis partenaire d'initiative Eure-et-Loire et du coup, lors de l'assemblée, ils avaient évoqué différents chiffres, dont les leurs. Donc, mais j'avais plus le souvenir.
Vous connaissez peut-être l'âge moyen au moment de la création d'entreprise. 35. Yes, presque. J'allais dire 37, moi. Mais Eh c'est ben, c'est impressionnant. 36. Ouais. Voilà, selon BPI France. Alors moi, j'avoue que j'ai été assez surprise du chiffre. Je sais pas pourquoi. Je pensais que c'était beaucoup plus. Enfin, c'est pas vieux 36, mais que c'était beaucoup plus jeune cette envie justement de commencer à entreprendre. Donc Et- ouais, je suis surprise du chiffre. Alors il y a la réflexion, je pense qu'il y a un délai, Ouais. il y a un délai Ouais, je sais latent pas entre comment le ils le moment où calculent. tu y réfléchis et puis tu bascules. On va peut-être pouvoir en parler, Bah ouais, mais on c'est est peut-être l'objectif, là-dedans parce que justement, ouais. même si je fais partie de la génération X, ça fait 7 ans que j'ai créé, donc tu vois, Oui. j'étais dans à peu près la Oui, même génération. oui. Et avant qu'on allume les micros, on échangeait. Moi, j'ai créé ma première structure, j'avais 38 ans. Donc, on est Mais pile ça, dans ce, on alors, est pile dans ça. c'est à quel âge, à peu près, que tu as commencé à réfléchir à devenir entrepreneur pour suivre ce que tu disais, Daniel, parce qu'effectivement, il y a un moment de réflexion. Alors, moi, j'ai pas vraiment réfléchi à devenir Oui, entrepreneur. J'étais dans une forme de salariat ultra confortable. Je travaillais pour une PME. Je me suis toujours très, très bien entendue avec le dirigeant. J'avais une forme de liberté, sauf que dans une PME, en même temps, il faut un peu respirer. Et je pense que j'avais fait le tour et que grâce à l'intelligence du dirigeant, il m'a laissé un peu carte blanche et je me suis ouvert sur une nouvelle forme dans mon métier en freelance. Et donc, du coup, moi, ma motivation à entreprendre, c'était pas forcément créer une structure, manager des gens, c'était gagner une forme de liberté et d'action, de continuer à me nourrir. Et la seule façon que j'avais de pouvoir le faire, c'était de créer ma propre structure. Et donc, j'ai créé ma propre structure que j'ai gardée pendant des années. Et après, la vie a fait que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Et aujourd'hui, je suis toujours en freelance, mais j'ai un statut de profession libérale, micro-entreprise, et je suis très heureuse. Parfait. Daniel? Bah écoute, moi je pense qu'un peu dans le même esprit que Sandrine. Alors moi je suis autodidacte, j'ai pas spécialement fait d'études. Je suis arrivé dans l'hôtellerie comme j'aurais pu faire de la vente. J'ai eu la chance d'intégrer un groupe, d'avoir des grands groupes en France et moi j'ai intégré le groupe Accor il y a très longtemps, 98. Je suis parti à Londres et puis bah il m'a formé et puis j'ai évolué jusqu'au poste de direction. Et c'est vrai que quand on a des postes de direction, on a une autonomie sur énormément de choses. On manage des équipes, des achats, même si on est assisté sur plein de domaines, mais on a beaucoup d'autonomie. Donc c'est vrai que je pense que j'avais une âme d'entrepreneur, mais j'étais dans un confort. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que, on parlait de la moyenne d'âge, Ouais. mais Oui. je pense que si on posait la question, pour certains, c'est des personnes qui, comme Sandrine, comme moi, on a eu des parcours en entreprise qui étaient super intéressants, super enrichissants, et on a franchi le cap. Voilà, on y pensait depuis longtemps. Moi, on m'a proposé aussi de m'installer, mais j'étais à milieu de croire que des gens pouvaient te donner de l'argent, enfin, investir sur toi pour créer quelque chose aussi. Enfin, Oui. je pense qu'il y a une sorte d'éveil aussi à tout ça en fonction des milieux dont on vient, qui permettent de se dire si ça existe, des personnes qui croient en toi et qui investissent pour que tu crées quelque chose. Super intéressant comment tu l'expliques. Ouais. Et donc, Clara? Alors moi, ça a duré moins longtemps le parcours avant, forcément. Mais Là, elle est en train de nous dire qu'elle est plus jeune. Alors non, moi, que j'ai moins d'expérience. J'ai quand même fait 20 ans chez Accor, donc moi je me suis installé, tu vois, j'avais 39 ans, donc Oui, t'es dans les chiffres. je suis dans les Oui, chiffres. t'es dans les chiffres. Mais moi, j'ai fait que 12 ans en entreprise. J'étais en PME aussi, donc dans les télécoms, j'étais responsable marketing communication, chef de projet IT digital. Enfin, j'avais beaucoup de casquettes, hein, grossièrement. Et je pense que ça a commencé à germer l'envie d'entreprendre grossièrement post-Covid. En fait, au moment où, puisque on parlait la dernière fois lors d'un podcast D'un débat. dans un débat qu'on était la génération de la souffrance qui a amorcé la transition au travail
dans la souffrance. Et comme beaucoup de ma génération, forcément, j'ai fait un burn-out. Donc ça, c'était en 2022. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, enfin, c'est là où j'ai dénoncé le burn-out. Ça faisait 7 ans que j'étais en burn-out à peu près, hein, et où j'ai dit bon bah stop, c'est fini, on se met en pause. Et c'est là où j'ai cherché comment je peux être tranquille. Donc, c'était vraiment un peu comme toi, Sandrine, l'appel de la liberté, de la tranquillité, enfin J'ai pas dit tranquille, j'ai dit vrai. liberté. Liberté. Parce qu'on n'est pas tranquille. Bah, je trouve que si. Mentalement, même si j'ai beaucoup de travail aujourd'hui, comme avant, mais je suis plus tranquille parce que je suis bien dans mes pompes. Alors, Parce sereine. que tout va bien. Sereine. Ouais, C'est parce que sereine. tout va bien aussi. Faut le dire ce qui est. Ton business, tu nous expliquais en off, ça fonctionne, etc. Mais quand tu commences à avoir des cailloux dans ton business, là, c'est plus pareil. J'en suis convaincue. Et c'est une peur qui reste présente. Non, mais après, il faut pas. Une vigilance. Oui, voilà, il faut pas que. Je vais traduire, tu sais, pour apaiser le truc. Non, mais c'est important. Bah non, mais ça reste Une quand même un vigilance, point d'alerte. Mais c'est pas grave, on s'en remet aussi, hein, t'inquiète. Oui, Ça s'appelle l'expérience. Je m'inquiète moins. Quand on discute avec des chefs d'entreprise qui ont eu des moments compliqués, moi j'en ai croisé. Effectivement, aujourd'hui, c'est d'expérience et moi toutes ces informations-là, on va dire que le transfert d'expérience qu'ils me font, je le partage aussi. Alors plus particulièrement avec ma fille qui a 20 ans et qui a envie qu'on entreprenne bientôt. Puisqu'elle finit son BTS, elle veut qu'on ait un établissement ensemble. Donc voilà, elle a plus l'entrepreneuriat dans l'âme. Alors c'est pour faire quelque chose avec papa, mais effectivement, on voit ces transferts d'expérience et c'est important d'en tenir compte pour effectivement d'être confronté demain quand on est confronté et qu'on a les informations, ça permet d'anticiper sur un certain nombre de sujets. En tout cas. Ouais. Bah, c'est un des points aussi où je pense avec la génération actuelle, donc la génération Z, par rapport à la Y, il y a une différence dans le sens où nous, la Y, l'entrepreneuriat, et vous aussi je pense la X, l'entrepreneuriat à l'école, on n'en parlait pas du tout. On commence à en parler maintenant. Par exemple, un de nos partenaires avec qui on travaille avec Mélissa, qui est Jean-Marc de chez Formaflow, il y a des options qu'on rend obligatoires, qui ne sont pas obligatoires. C'est le module entrepreneuriat. Je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que moi, quand j'ai pensé à me lancer toute seule, au début, je me suis dit, j'ai pas les épaules, très clairement. Et c'est le fait de m'être fait accompagner dans le cadre d'une formation spécifique sur l'entrepreneuriat où je me suis dit, en fait, ça peut le faire. Et je peux y arriver. Parce que sinon, c'est une nébuleuse vue de l'extérieur. Et ça, c'est super intéressant parce que je reviens à mes petits chiffres. Donc ça, c'est une source OpinionWay, BPI France toujours. 47% des Français aimeraient entreprendre, mais ne passent pas à l'action. Parce que la peur de l'échec, le poids administratif et le manque de financement dans les 3 critères. Le manque de réseau. Ouais. Important. Et effectivement, le manque de réseau. Mais le manque de réseau, Clara en est l'exemple même. Ouais. Première étape, elle s'est inscrite dans les réseaux. Et Daniel, comme moi, on sait tellement que le réseau, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Mais dans tout, en fait. Excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que pas seulement, parce que souvent, on en parle aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, mais moi, c'est ce que je dis aux jeunes que je vois quand je rencontre des jeunes à l'école ou que j'interviens, même certaines fois au collège, je leur dis, dès que vous commencez, le réseau, il est important de le constituer dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que une première expérience en stage, c'est ce que vous entretenez avec le professionnel chez qui vous êtes allé en stage, si vous avez bien choisi. Et tout ça, vraiment, au cours de sa vie personnelle, ça peut permettre, pour plein de sujets, de pouvoir rebondir, de pouvoir trouver des solutions. Et moi, c'est ce que je dis souvent, le réseau, c'est une énergie, en fait. C'est quelque chose qui va aller, qui va créer du mouvement, et c'est à nous de créer ce mouvement-là. Donc, en facilitant, en disant, j'ai travaillé chez un tel. Et ça, c'est dès le plus jeune âge, parce que je vois ma fille, 20 ans, j'ai invité sur différents réseaux dont je faisais partie, que ce soit Dinabai, Rotary ou autres. Et c'est vrai que derrière, je vois déjà à 20 ans, elle commence à avoir un réseau. Quoi. Ça, c'est dur de leur faire prendre conscience. J'en parlais justement tout à l'heure.
j'ai voulu inviter une partie d'une classe de NDRC. Et en fait, quand j'aurais expliqué l'événement du 12 juin, silence pour une partie. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, voilà. Ouais, mais nous, enfin, en gros, on a autre chose à faire. Je dis, mais en fait, vous comprenez pas que c'est du réseau et que vous travaillez pour demain, quoi. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est dur quand même à leur faire rentrer dans leur tête parce qu'ils saisissent pas encore. Alors c'est pas tous Mais non, pas les tout le monde, mais tous les jeunes, mais globalement effectivement le réseau, on n'est pas tranquille le soir chez soi. bah non, ça Il vient pas faut tout seul en ça fait. vient pas tout seul. Il faut passer du temps. C'est Et ça. le réseau, c'est pas juste boire un coup et voir des personnes intéressantes. C'est aussi traiter les contacts, garder le contact. Enfin, c'est tout un écosystème Ouais. le réseau. Mais c'est vraiment le dernier frein à l'entrepreneuriat, le réseau, parce que le premier quand même frein, c'est l'administratif et le manque de financement. Et La peur de peur, l'échec, ouais. Ouais, la mais c'est la peur. manque, en fait, souvent de fois, parce que c'est vrai que moi je le vois, j'en fais partie, j'étais un petit peu dans une cage dorée quand j'étais chez Accor, et puis j'y étais bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais souvent de fois, c'est le manque d'information. C'est-à-dire que C'est ce qu'on disait en la formation et l'information, Ouais. en fait, elle est essentielle Ah oui. pour entreprendre, parce que même quand on se pose les questions, on ne sait pas toujours où aller, on ne sait pas qui contacter, dans quel sens prendre les choses. C'est-à-dire que je pense que Clara, ça va être pareil, mais moi, quand j'ai voulu me lancer, déjà, sous quel statut je me mets. Donc, Oui. tu vois les experts comptables, tu as les tendances. Ils te disent jamais la même C'est chose ça. et Donc, en fonction de ton projet, ils Oui. te préconisent pas du tout la même chose. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une approche ah oui, il y a énormément très de technique. sujets à aborder étape par étape, et c'est ce qui fait que certaines fois on se lance, enfin on veut se lancer, et puis on fait un pas en avant, deux pas en arrière, et puis on se dit bah pour l'instant c'est pas le moment quoi. Trop Et de puis choses. je suis d'accord, la charge administrative, moi enfin ça me fait réfléchir quand tu parles, mais quand j'avais pris la décision de transformer la micro, donc tu as plein de papiers à faire pour la fermer, bon c'est facile en vrai, mais d'ouvrir une entreprise avec un statut, un vrai comme ils disent, voilà, hein, parce qu'il y a les petits et grands entrepreneurs, et du coup la charge administrative et les allers-retours de il manque ce document, ah mais en fait on vous a pas dit, il fallait signer là, ah binanani, mais en fait ça a de quoi de te décourager dès le début quoi. Et l'angoisse d'appuyer sur le mauvais Ah c'est bouton vrai. ou cocher la mauvaise Ah case. oui ouais. Donc Vous n'avez pas eu ça? Enfin Moi, j'ai eu du bol parce que c'était super facile, ma partie attends, mais- rédaction de statut t'es et tout ça. t'es sous Je suis quel? en EURL. Ok ouais. Et donc, pour le coup, alors, Tu t'es fait accompagner? alors, je me suis fait en fait, c'est mon comptable qui a pris le relais. Moi j'ai tout fait tout Ça, seul. ça faisait Et partie là- du truc. Comme j'ai pris un expert Non, mais c'est comptable, vrai. ça faisait partie du truc. Et ça, j'ai eu Ouais, du c'est bol. vrai. Et grossièrement, ils m'ont fait ça packagé. J'ai dit non, là, il y a des fautes, des fautes, des fautes. Ils ont corrigé. Et c'est bon. On va laisser Mais- peser. Et en 2 jours, Ouais. c'était immatriculé. Parce que tu avais une forme de ressources et à un moment donné, c'est très, par exemple, je cite un pays, les États-Unis, mais c'est peut-être pas la meilleure des références. Mais dans cette notion de coach et d'accompagnement, de coaching et d'accompagnement, ils ont ça vraiment dans les veines. Nous, on veut tout faire tout seul. Nous, on est très latin, un sou c'est un sou, machin. Et en fin de compte, c'est toi qui as la bonne démarche. Il faut pas hésiter un quart de seconde à payer un Oui. expert comptable qui va faire tout mieux que toi, même si toi, tu as un regard après et que tu as les ressources pour modifier. Mais oui, c'est important. Et c'est vrai que c'est pas très ancré dans beaucoup, enfin, les entrepreneurs, on essaye, et dans les PME et dans les TPE, et alors on parle même pas des solo-entrepreneurs, on veut tout faire tout seul. On va économiser le max. Parce qu'on a moi, le kilomètre je à suis zéro. pas d'accord Toi, là-dessus. t'es plus Daniel, t'hésites Moi, pas. Je suis pas sur Non, le mais moi, je suis- économiser. Non. Non, mais je suis plus, enfin moi je suis assez Non, ouais. d'accord Moi, je suis capable de avec tout. Clara, parce Voilà, je que me dis ça. Oui, mais c'est pas faux, une hein. question d'argent. Enfin, non, moi, mais je le c'est vois pas que comme ça. certaines fois, c'est plus parce que les personnes se disent j'ai les compétences, je peux le faire. Après, souvent de fois, ce qu'on voit, c'est que oui, tu peux le faire, mais est-ce que c'est ta zone de brillance? Est-ce que c'est pas du temps de perdu? Est-ce que donc moi, c'est vrai que comme Clara, bon, je suis en EURL aussi, et c'est vrai que j'ai plutôt sondé différents profils d'experts comptables pour voir en fonction de ce qu'ils me proposaient, ce que je trouvais pour moi le plus cohérent en fonction des explications, parce que
c'est leur parti, mais effectivement, puisqu'ils proposent pas tous la même chose, c'est qu'il y a des différences. Et souvent de fois, faut aussi être honnête, c'est que quand on est encore sous Pôle emploi, parce que beaucoup aussi, on a la chance quand même, faut le dire, en France, Les dispositifs. les dispositifs Ah qui ouais, existent. Et ça, c'est ce qui, l'information, on en parlait, c'est ce qui manque, parce que ça peut permettre, en tout cas, ça peut permettre, en tout cas, de pouvoir avoir une aide en Oui. termes je veux dire, de levier financier. Alors, c'est pas, ça peut être des montants moyens, intermédiaires, ou des gros montants, mais c'est vrai que c'est une chance qu'on a, en tout cas en France, d'avoir différents dispositifs qui existent. Maintenant, c'est comme tout, on a la chance de les avoir. Le tout, c'est de les connaître. Exactement. Et souvent de fois, c'est ce qui manque quand on recrute. Pareil, il y a plein de dispositifs qui existent, mais qu'on ne connaît pas malheureusement pour se laisser le temps, en tout cas, de recruter la bonne personne ou autre. Et voilà. Tu vois, c'est vraiment tout ça, moi, je trouve, enfin, qu'on veut mettre en avant au travers du podcast, au-delà de parler des expériences de chacun, et justement que des pros nous disent, voilà, il y a ce dispositif, etc., pour aider non seulement les personnes qui veulent entreprendre, mais aussi les jeunes qui veulent rentrer dans le monde du travail, ou encore les adultes qui veulent changer de travail et tout. Donc, franchement, merci. Je suis trop contente. Je le dis. Moi, honnêtement, s'il y a un seul truc que je pourrais dire, enfin, qui a fait la différence, c'est la formation à apprendre à créer son entreprise, quoi, grossièrement, que j'ai suivie. Donc, il m'a été conseillé par ma conseillère CSP à l'époque. J'étais en contrat de sécurisation professionnelle, licenciement économique, tout ça. Et, et c'est elle qui m'a dit, tu vas dans cette formation et ton business plan, tu sors de la formation, ton business plan, il est fait aux petits oignons, c'est tout finalisé. Mais elle m'a dit aux petits oignons, texto. Bon, j'ai changé 3 fois de projet pendant la formation, ça c'est un autre sujet. Mais ces dispositifs, pas tous les candidats à ce dispositif transforment et s'immatriculent derrière. Et en même temps, moi je trouve que c'est des dispositifs qui sont précieux parce que ça t'a permis d'affiner, d'identifier que là c'était pas le bon plan, que du coup c'était pas ce que tu voulais vraiment. Et on a très très vite, donc moi j'ai eu la chance de partager un petit bout du dispositif en accompagnant Clara. Et très, très vite, d'abord, tu avais les ressources. C'était très structuré dans ta tête. Et quand tu arrives aux chiffres, tu voyais bien que ça le faisait pas. Ça le faisait pas. Et tu as rebondi, et c'est grâce à ça, c'est que ça t'a amené une réflexion. Tu as transformé aussi, parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Il faut essayer de les transformer. Et donc, c'est bien, et que tu le dises, on a le droit de changer 2-3 fois d'idée. Et aujourd'hui, je trouve que tu es plutôt épanoui, on te voit partout, tu n'hésites pas à intégrer les réseaux. Donc ça, c'est important. C'est important. Et donc, aussi, quand on veut entreprendre, il faut pas rester dans son isolement. Il faut parler. Nous, on se parle entre nous en disant, bah tiens, toi, tu fais ça. Alors, ma génération, on a beaucoup de mal à exprimer. Parce que nous, on nous a appris, il fallait être, on était les meilleurs. Voilà. On était les meilleurs. Aucune faiblesse. Je l'ai enregistré. Aucune faiblesse. Non, sauf que j'ai vite identifié qu'on n'était pas les meilleurs, mais on n'exprimait pas entre pairs nos craintes et nos peurs, et quand on a des soucis. Enfin, ça, c'est une vraie réalité. Ma génération, on est chef d'entreprise. Alors, en plus, ma génération, les chefs d'entreprise sont majoritairement masculins. Donc, de ma génération, donc, une façon de verbaliser pas très fluide. Donc, et on a vu que on a des chefs d'entreprise qui sont en souffrance et qui ne le verbalisent pas. Et donc ça, c'est dommage, parce que je crois qu'aujourd'hui, et vous, votre génération, vous êtes dépollués de ça. Moi, je suis et merci Clara de dire, ça faisait 7 ans que j'étais en burn-out et il a fallu que je mette un mot en 2022 sur ma fragilité. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû avoir des périodes comme ça, mais que j'ai tellement étouffé que je sais même pas si ça s'appelait comme ça ou pas, mais des périodes de grosse fatigue. Et voilà. Et vous êtes une génération un peu dépolluée de ça, et c'est peut-être aussi peut-être pour ça que vous entreprenez un peu plus facilement que notre génération. Alors, juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneur, mais on pourrait parler de façon aussi sociétale, c'est-à-dire que
les générations aussi d'avant, il y avait une certaine pudeur sur la verbalisation, aussi de la façon dont on parlait à ses enfants. Donc quelque part, ça se traduisait naturellement dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et puis effectivement, l'évolution sociale, ça a transpiré un petit peu plus dans l'entrepreneuriat. Et puis si on regarde, tu parlais tout à l'heure de coaching, moi j'adore le sport. Tu voyais très peu je veux dire, de sportifs de haut niveau qui assumaient, qui étaient accompagnés par des coachs. Effectivement, c'est aussi ces dernières années où on le voit un petit peu plus. Et puis les sportifs de haut niveau qui ont des résultats je veux dire, en témoignent en tout cas que c'est grâce justement à l'accompagnement d'une ressource extérieure, parce on était dans quelque chose où on pouvait être accompagné que par des personnes qui avaient fait limite mieux, enfin voilà, qui étaient inspirants. Mais non, le coaching, c'est surtout quelqu'un qui va valider des points d'étape, quelqu'un qui va nous challenger. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on a découvert ça, on est plus ouvert sur plein de méthodes, la sophrologie ou autre en entreprise. Enfin, moi, j'adore aussi prendre soin de moi, et c'est important parce que je veux dire, on est la ressource de notre entreprise. Donc, c'est vrai que de se faire accompagner de différentes façons, de découvrir différentes façons aussi, je veux dire, que ce soit Et d'avoir le des coaching, outils. d'avoir des outils, parce que au quotidien, c'est ça, c'est de pouvoir rebondir, c'est de pouvoir rebondir. Et ça, c'est grâce, faut avoir une forme d'ouverture d'esprit, et puis c'est grâce aux rencontres, aux échanges, ça nous nourrit, et on se dit bah tiens, c'est intéressant, on va lire un livre qu'on nous a recommandé, et puis on découvre, et puis on avance, et c'est comme ça qu'on a peut-être moins peur aussi d'entreprendre après. Oui, parce que moi, j'ai pas expliqué Oui, comment m'est venue ton envie et d'entreprendre. donc je pense que c'est important parce que ce n'est pas du tout comme vous. Moi, je sais que de mémoire, voilà, dès mon adolescence, j'ai toujours dit j'aurai ma propre entreprise. Je suis pas du tout issue d'une famille déjà monoparentale, etc. Pas du tout d'entreprise, d'entrepreneur de n'importe quel côté dans ma famille, mais je sais pas pourquoi c'était comme ça. Comme j'avais dit dans un podcast que je voulais avoir un master, machin, ça je l'ai pas eu. Mais Pas trop tard, hein. non, il est pas trop tard. Mais attends, me fais pas trop de pression. Mais bon, c'est pas grave. Mais effectivement, je me suis toujours vue entreprendre. Alors, j'ai commencé à aller travailler classiquement comme tout le monde, enfin à notre époque, donc l'usine, etc. Voilà, le temps de trouver un job, un CDI qui était le Graal. Et en fait, moi, je me sentais, enfin, je commençais à voir la fin de ce que je pouvais faire dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Ça se passait bien, hein. Enfin, je veux dire, bon, des petits conflits, mais enfin, le classique dans une entreprise, quoi, pas de trucs. Et en fait, ça m'est venu hyper naturellement. Enfin, c'était en fait une suite logique de ce que je m'étais dit, d'un des objectifs que je m'étais fixé, d'un des objectifs qui me permettait de me lever tous les matins pour rebondir sur le dernier podcast. Et j'ai commencé à créer au début une micro en parallèle de mon salariat. Et puis un jour, j'ai fait non, j'arrête et je vais aller en 100% dans la micro que j'ai transformée en entreprise, et que ensuite j'ai dû fermer quelques années plus tard. Et là, je suis repartie en micro. Mais effectivement, j'ai toujours voulu ça. Voilà. Donc c'est marrant de voir un peu. C'est parce que t'es plus jeune. On a 2 ans, 1 an, 2 ans d'écart, mais- ça va. Alors, après, juste, moi, je me suis toujours fixé aussi de devenir chef d'entreprise, mais comme j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe Accor, tu sais, l'autonomie, T'as pris ce que t'avais à apprendre. c'est ça, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Certaines fois, j'ai écouté ce qu'on m'a dit, puis après, tu commences à faire ta vie, les enfants, tu veux sécuriser. Tout ça. Donc moi, c'est vrai que j'étais aussi seul avec ma maman. Donc tu vois, les galères, j'ai un petit peu connu. Donc tu veux sécuriser pour tes enfants, tu veux pas qu'ils connaissent tout ça. Donc c'est aussi, je pense, pas mal de personnes malgré tout. L'autre jour, j'étais à une intervention sur un entrepreneur à succès, et c'est ce qu'il disait, c'est que bah lui, pareil, il est parti de rien, donc il a créé une licorne quand même. Donc Jonathan Angeloff. Et du coup, c'est ce qu'il disait, c'est qu'à un moment, lui, pareil, il s'est passé par les services sociaux, tout ça. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est qu'à un moment, il savait ce qu'il voulait. En tout cas, il voulait réussir. Il savait pas.
Et puis c'est pas mis de limite. Et puis quand t'as rien à perdre, en fait, c'est ça. Mais tu vois, c'est là où tu vois que le moment de bascule, c'est quand tu commences à avoir tes enfants. En fait, tu fais attention. Déjà, tu roules moins vite, parce que tu veux sécuriser pour eux. Et puis en sécurisant, tu te mets dans un petit truc un petit peu Ouais. confort, qui est une petite cage dorée. Qui est pas si mal que ça, hein, mais voilà. Et tes rêves d'enfant, tu les retardes. Et en même temps, quand on est des autodidactes, parce que moi je me considère aussi, j'ai pas fait de grandes écoles, euh, quand on est un peu autodidacte, je pense que de passer par le monde du salariat et des grands groupes, c'est une vraie opportunité dans la structure de travail. On a des outils qu'on trouve nulle part d'autre ailleurs, et quand après tu montes ta propre structure ou que tu vas travailler dans une entreprise de taille plus petite, ben, tu sais comment faciliter ton travail, suivre, piloter l'activité, tu sais comment t'y prendre. Et ça, c'est des passages qui, voilà, une forme de maturité à entreprendre parce qu'on connaît l'écosystème de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est pas que vendre, l'entreprise, c'est pas que gérer, l'entreprise, c'est pas que faire de l'administratif, c'est un tout. Et je pense que, alors oui, on a des jolis exemples où, en disant, ben voilà, allez, on y va, on va dans notre garage et on va inventer un truc et voilà, et 30 ans plus tard, on est les rois de la planète. C'est pas, voilà, c'est pas, ça n'arrive pas à tout le monde. Et puis, mais on peut entreprendre de manière un peu plus classique et en étant en accord avec soi-même aussi. Tu voulais rebondir, Clara? Oui, parce que je trouvais ça marrant. Donc, tu disais que tu as repoussé ton rêve par rapport à la sécurité que tu veux apporter à ta famille. Je comprends parfaitement. Mais moi, c'est l'inverse. Alors, j'ai pas d'enfants, j'ai des chiens. Et du coup, moi, c'est pour avoir la liberté et l'indépendance de bien m'occuper de mon chien, parce que très clairement, tout à l'heure, je parlais de mon burn-out, c'est grâce à mon chien que je me suis mise en arrêt. Parce que ça a été l'élément déclencheur. Hein. Je me suis battue avec mon entreprise, je me suis mise en conflit avec eux, mais c'est pour eux que j'ai repensé ma vie maintenant. Et en fait, vu qu'ils font en partie intégrante de ma vie vraiment beaucoup, mon mari aussi, hein, mais chien quand même. Hein. C'est gentil pour lui. Oui, mais ton chien, tu peux pas lui dire, tu comprends, j'ai une réunion qui a fini tard. Il comprend pas ça. T'es obligé d'être là pour lui, t'es tout son monde. Donc en fait, ce côté-là, eh ben, j'ai réorganisé ma vie aujourd'hui pour qu'elle matche avec leurs besoins à eux. Si on revenait aux motivations, on a vu les freins, l'administratif, sortir de sa zone de confort, l'accompagnement, etc. Et quelle est la part de quête de sens, d'autonomie, de statut social ou d'impact dans votre parcours? Alors moi, la quête de sens, c'était vraiment la quête de sens et recherche d'impact. En fait, c'était un petit peu les deux ensemble. Hein. C'est ce que j'ai travaillé dans un temps 2. En fait, d'abord, je me suis dit, je vais être indépendante. Foutez-moi la paix, grossièrement. Et dans un temps 2, je me suis dit, bon, et je fais quoi maintenant? Maintenant que je sais ça, je me tourne vers quoi? Et c'est comme ça que je suis arrivée à la RSE, en fait. Et donc, grossièrement, ça représentait 50%, hein, c'est 50-50. Et aussi parce que dans tout le premier volet de recherche d'indépendance, je me suis dit que la mission de l'entreprise dans laquelle j'étais ne me convenait pas. Parce que je voyais pas l'intérêt d'aller faire du business pour déployer des trucs pas utiles, en fait, pas nécessaires. Et que du coup, ça faisait de la croissance, de la surconsommation, enfin bref, voilà, tous ces trucs. Donc le sens. Le sens était très très important. Ouais. Toi, Daniel? Moi, c'était un petit mixte de plein de choses aussi. J'avais réfléchi, anticipé quand j'étais encore directeur. J'avais fait un bilan APEC. Donc ça m'avait vraiment beaucoup apporté sur ma réflexion et c'est ce qu'elle m'avait ressorti par rapport aux différents quiz. C'était le côté entrepreneuriat. En fait, j'étais arrivé à un moment où soit je passais un échelon supplémentaire, mais j'étais pour moi plus en lien avec la relation client qui est pour moi essentielle, le travail avec les équipes où j'aurais managé entre guillemets mes pairs. Donc là, c'était pour moi peut-être un petit peu plus compliqué. J'avais besoin du sens client. Je faisais déjà beaucoup de réseaux, beaucoup de développement, donc fallait que ça reste quelque chose de cohérent.
Et le commerce a toujours été, depuis, même quand j'ai fait mon apprentissage, voilà, je pense qu'on a le sens du commerce ou on ne l'a pas. Et ça faisait partie vraiment intégrante euh, de mon schéma. Donc, mais je savais pas quoi faire en fait, puisque j'avais une contrainte, c'était une contrainte géographique. Quand j'ai arrêté mon activité professionnelle pour le groupe Accor, j'étais en train de divorcer. Et une fille que j'avais tout le temps avec moi, la grande, et la petite en garde alternée. Donc à un moment, tu peux pas partir. Tu es obligé de rester géographiquement avec plein de contraintes. Si je prends un établissement, restaurant, hôtel, comment je vais gérer la petite, tout ça. Et puis j'ai cherché, j'ai réfléchi à tout ce que j'avais vu. Et puis c'est là où je suis tombé un peu par hasard sur Dinabai. Ça a coché toutes les cases que j'avais repris au bilan APEC, donc ce que je voulais apporter aux chefs d'entreprise, justement, parce que ça, c'est quelque chose que naturellement j'ai changé. C'est parti de différents réseaux, groupements d'entreprises sur le pôle 45, des commerçants et tout ça. Et j'apportais déjà du conseil ou autre, donc naturellement, quand j'ai vu ça, je dis ça me convient. Et puis plus largement, quand je vois les chefs d'entreprise que je rencontre, parce que c'était aussi ça l'idée, c'est beaucoup le sens quand même, parce que je vois des personnes qui ont des parcours, voilà, je trouve que j'ai un beau parcours, mais formidable. Je déjeunais l'autre jour avec une chef d'entreprise qui a été pilote de ligne, donc voilà, j'étais ah oui, t'as été pilote de ligne. Donc qui est passé par différents schémas, qui a eu différents postes, et concrètement, c'est ce qu'elle me disait, c'était le sens, c'est que pourquoi on arrête d'être pilote de ligne, on gagne très très bien sa vie quand on le devient. Alors ça a été beaucoup d'investissement, mais c'est voilà, c'est du sens, et c'est vrai que je vois quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui ont basculé pour du sens, c'est-à-dire qu'ils étaient plus en lien avec un schéma très très financier. Alors bien évidemment, on est là pour gagner de l'argent, et ça faut pas l'oublier, hein. C'est le nerf de la guerre quand on est chef d'entreprise. Et là, je parlais de l'intervention l'autre jour où j'ai été, mais c'est ce qu'il disait, c'est qu'il y avait différents chefs d'entreprise, et il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est d'aller vendre. Et qu'à un moment, parce qu'on parlait aussi d'ego et autres, quoi qu'on fasse, si tu vends pas ton produit, ta boîte, elle va fermer automatiquement. Donc, il y a toute cette notion-là, ce mix, et donc on va chercher du sens. En tout cas, ce que je vois, c'est du sens, soit par rapport à ce qu'ils ont fait, soit par rapport, à un moment, ils se sont formés, ils ont découvert quelque chose qui les inspire, et puis, et c'est là où c'est pas toujours évident, parce que une passion ou quelque chose qui nous anime, c'est de le monétiser, c'est pas toujours évident. Ouais. Et là, voilà, c'est la difficulté et on va dire, si on reprend les stats qu'on a évoquées en début de podcast, beaucoup sur les solo-entrepreneurs, où c'est vraiment, j'ai une passion, Ouais. je vais faire ça. Sauf que non, ta passion, tu vas pas savoir la vendre. Il y a toute une Ouais, je suis mécanique d'accord. derrière. C'est là où on parlait tout à l'heure, juste je rebondis dessus, mais c'est là où on parlait, tu vois, de coaching, d'accompagnement. C'est-à-dire que tu peux y arriver, mais il faut que tu te fasses Dans la accompagner. souffrance. Mais bien sûr, parce Ben que oui, dans la monétiser, souffrance. et puis ça te renvoie, tu sais, c'est toujours, c'est pas assez cher, trop cher. Quand tu Ouais. vends quelque chose qui te passionne, où t'as vraiment mis tout ton cœur dedans, forcément, Ça fait les mal. retours que tu as, ça te fait mal, quoi. Donc, c'est ce qui est compliqué. Et c'est là où Clara l'a dit, moi, je me suis fait accompagner aussi sur la création, mais il y a la création et il y a l'après. Et c'est vrai que, alors, il y a plein de réseaux qui déjà nous accompagnent et qui vont faire des points aussi avec nous, mais vraiment de se projeter sur un coaching, quelqu'un qui va nous accompagner, qui va nous challenger, je le redis, parce que ça, c'est important. C'est ce qui fait que souvent, je pense, les entreprises, j'en ai vu qui ont fermé, mais qui avaient des pépites, qui arrivaient, en fait, qui ont fermé au moment où, limite, elles commençaient à se faire connaître, elles commençaient à pouvoir vendre, Parce qu'épuisé. mais épuisées, processus trop long, toutes ces choses-là, et qui font que malheureusement, ça ferme, parce qu'il y a pas assez d'argent, elles n'ont pas assez vendu, quoi. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec la mode de Mélissa. Donc artisan, j'étais toute seule. Effectivement, la mode, c'est ce qui me caractérise, hein. Donc je suis partie là-dedans, mais en fait, bip bip, mauvaise idée. Effectivement, la passion. Et même
tout le monde mélange tout et on finit par te dire mais c'est génial ce que vous faites et tout. Bah non, en fait, ça commence à me saouler parce que finalement, c'est quotidien, c'est plus un plaisir. C'est une obligation pour ramasser de l'argent et puis après, bah, essayer de vivre, quoi. Et je crois aussi que faut savoir bien s'entourer et pas Ouais, mais ça, il faut le forcément. savoir. Oui, Encore il une faut fois, le savoir. si Il faut et tu, puis oui, il faut le verbaliser et il faut alors ne pas rester seul, surtout ne pas rester seul. Et quand on est dans des formats de micro-entreprise, eh ben il faut aller dans les réseaux. ah, ça, c'est sûr. Parce que vous allez trouver la compétence que vous n'avez pas, vous allez avoir le savoir qu'une autre personne n'a pas, et que c'est ça qui va vous faire avancer. Et de se retrouver aussi, parce que travailler, alors même si on pilote une entreprise avec des équipes, etc., la fonction de dirigeant, de manager et de chef d'entreprise, c'est une fonction de solitude. Mmh. Et forcément, de travailler en binôme ou de travailler avec une équipe restreinte, avec des gens avec qui vous pouvez échanger sur tout, c'est quand même vachement important. Et ça, c'est rare, Et parce ça que change là, on tout. rentre dans l'humain. Et donc ça c'est très très rare. Donc voilà. Après, savoir s'entourer. Alors, est-ce que c'est un frein, Alors, une motivation? par rapport aux motivations, la génération X, vous, à la base, hein, c'est toujours des clichés, mais on est obligé. Motivation plus souvent liée à l'indépendance ou à un besoin de reconversion après un parcours salarié. Donc, Oui, c'est ce que vous avez expliqué, génération quand même. X. Oui, c'est ça. Voilà, dans les grandes lignes, ouais. Et génération Y, forte quête de sens, d'impact social ou environnemental, volonté de concilier vie perso et vie pro. C'est ce qu'on disait. Moi, j'ai fait un mix de tout ça quand même. Oui. Tu vois, quand je dis que je ça. suis au carrefour des deux. Ouais. Ouais, Et alors, c'est et intéressant. moi, c'est pas forcément. Ouais, la dernière partie, c'est plus une reconversion, mais qui est arrivée et qui est arrivée plutôt facilement et grâce au réseau. Moi, j'ai rencontré Daniel dans le réseau d'Inabai. J'ai animé pendant quelques années le réseau d'Inabai sur Oudan. J'ai eu la chance de te rencontrer. J'ai eu la chance de rencontrer Nathalie. Et à un moment donné, c'est ça Bah oui, mais c'est le qui m'a réseau. amené à faire ce que je fais aujourd'hui, mais qui est arrivé sans l'avoir vraiment cherché. Je l'ai pas cherché. Et donc ça, c'est le réseau. Je Mmh. savais que ben voilà, j'allais pas repartir dans une fonction de salariat vu l'âge que j'avais, vu les prétentions salariales que j'avais. Donc bon, je suis capable de faire des petits réglages, mais quand même, il faut pas pousser mémé dans les orties. Donc ça, c'est Ah, ça, c'est un. une T'as la ref ou t'as pas la expression. ref? T'as Si, la on ref l'a, ou on t'as pas l'a. la ref. Oubliez pas qu'on est la Y. On a la plupart Euh, et donc de voilà. vos expressions, quand même. Alors, on va finir par 3 questions. Allez, Avec 3 des questions. réponses plutôt courtes. Si vous deviez recommencer aujourd'hui, que feriez-vous dans votre parcours entrepreneurial? Donc Clara, c'est tout à fait récent, rien pour le moment. Hein. Pareil, hein. Bah, si, tu peux dire, bah là, ça fait quand même combien de temps? Ça fait 9 mois. Ouais, bon, un peu tôt. Excuse-moi. Pardon. Pour l'instant, je suis assez satisfaite de Très comment bien. ça commence. Donc, Très bien. Qu'est-ce que je ferais différemment? Vendre plus. Ok. On voit le businessman. Qu'est-ce que je ferais différemment? Vous allez me trouver un peu Non, mais moi, je vais dire la prétentieuse. même chose que, Mais rien. Enfin, tout est arrivé parce que réussir, oui, si j'avais vendu plus, si j'avais fait ça, réussir, moi je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée et que tout ça pour arriver là, à ce que je fais aujourd'hui, qui je suis et comment j'allie ma vie pro et ma vie perso, je recommence tout pareil. Moi, c'est plus sur tu vois, on parlait Oui. tout à l'heure, c'est de la compétence à monétiser ce que tu fais. Je me suis fait accompagner parce qu'à un moment, j'avais du mal à vendre. Tu fais quelque chose, alors même s'il y a des services qui sont concrets, mais d'animer un réseau, c'est pas toujours factuel pour les personnes. Donc, je me rends compte ces temps après, avec voilà, de faire de belles success stories qui sont arrivées.
de l'impact que tu peux avoir, du côté facilitateur. Mais du coup, t'as toujours à des moments clés, que ce soit en salariat ou même en tant qu'entrepreneur, ce côté imposteur. Et c'est ça qui est, quand je dis vendre plus, c'est vraiment parce que c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que quand on développe, il n'y a pas de secret. À un moment, il faut vendre. Et je reviens dessus parce que quand je l'ai entendu l'autre jour, je me suis dit, mais c'est carrément ça. Et c'est vrai que au départ, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et t'as plein de freins, en fait. T'as plein de petites choses qui te bloquent. Tu t'en rends pas compte parce que avant, tu étais dans un schéma, tu avais pignon sur rue. Et quand tu commences comme ça et que t'as pas ton local, il y a des choses qui te manquent. Et du coup, il y a cette légitimité que c'est pour ça que je disais vendre. Ouais, mais tu peux, hein. Non, mais c'est pour rebondir avec Sandrine. On a eu des longs débats, alors. Et moi, ça va être plan-plan, mais effectivement, en fait, je sais ce qui m'a manqué. Je l'ai très rapidement compris. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai fermé, etc., une précédente activité. Mais en tout cas, je changerai pas parce que le fait d'avoir vécu tout ça, déjà, m'a permis d'aller vivre des expériences qu'on ne vit pas généralement, comme les liquidations, etc. Voilà. Bon, c'est assez particulier, mais ça a le mérite d'être vécu quand même. C'est une aventure. Et puis avec tout, si j'avais été trop bien dès le début, je serais pas là aujourd'hui parce que j'aurais pas rencontré tout ce que j'ai rencontré, je me serais pas remise en question à ce point-là, j'aurais pas détecté les problèmes sur lesquels j'aurais dû travailler par la suite, etc. T'as peut-être moins de maturité, moins de prise de recul. Et c'est ce qui s'appelle l'expérience, parce que ça, on le dit assez régulièrement dans les podcasts. Certains diront c'est un échec, et moi je crois que c'est une expérience, et tout ce qui ne tue pas rend plus fort, et qu'à un moment donné la perfection n'existe pas, et moi quand je dis rien ne change, bien évidemment j'ai fait des tonnes d'erreurs, mais je vais arrêter de me flageller. À un moment donné, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, j'ai voulu des choses, je ne voulais pas de certaines choses. Voilà, je suis alignée. La vie, hein. Voilà, ça s'appelle la vie. Je suis alignée avec qui je suis. Donc oui, non, et par contre, entreprendre, ouais. Si j'avais dû peut-être un peu plus tôt, même. C'est marrant, moi pas. Mais t'es toute jeune. Non, mais justement, je réfléchissais à ça. Tu avais besoin de construire ton expérience et de vivre des choses pour pouvoir basculer. Un peu comme toi, moi j'avais besoin de me casser les dents parce que c'est ce qu'on disait avant de commencer le podcast. Moi j'avais une mentalité X dans un corps Y, si tu veux. J'avais un côté loyauté à l'entreprise extrêmement poussé, mais vraiment extrêmement poussé. Du genre, quand je suis arrivée dedans, j'avais 21 ans, et pour moi, j'ai resté pendant 15 ans. Bon, j'y suis restée 12 ans, c'est pas si mal déjà. Mais à aucun moment, j'ai envisagé de quitter ce poste pour aller vers une autre entreprise, et rien que d'y penser, ça me mettait mal. De me dire, je vais peut-être aller consulter des offres, ça me mettait mal. Et si je m'étais pas cassé les dents à ce moment-là, grâce à mon chien, une fois de plus, j'aurais pas eu le déclic, et donc je serais pas partie vers l'entrepreneuriat. Donc je pense que il y a un temps de maturation qui est nécessaire. Et quand je vois comment j'étais, je sais pas, en 2017, par rapport à maintenant, j'ai honte de comment j'étais avant. Je me dis, oh, la peste, ou tu sais, pas bienveillante, pas posée, quoi. Alors que maintenant, alors je suis pas une experte, un gourou là-dessus, mais plus mature. C'est ça, la maturité, l'âge, l'expérience, les rencontres, les aléas de la vie, voilà. Qu'est-ce qui est important, l'essentiel, il y a tout ça. Donc forcément, ça va affiner notre façon de manager, d'accompagner les personnes. Ça nous polie. Oui. C'est ça. Et pour répondre à la deuxième question, je vais donner la réponse et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. J'aime bien faire la chef. C'est mes restes. Quel conseil donneriez... Pardon ? Je te reconnais bien là. Oui, quel conseil donneriez-vous à un jeune plus âgé, plus jeune ? Non, un jeune. Non, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Non. Et Je maintiens à un jeune ou une personne plus âgée, parce qu'on voit avec les reconversions à partir de la cinquantaine, 55 ans, etc. Donc moi, j'ai vraiment
J'ai vraiment ce mot et je pense que c'est la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de rajouter des mots. Accompagnement. Ouais. Ouais. Accompagnement. Alors moi, j'en Que ça ajouterai soit un autre jeune, sur ouais. personnes plus âgées aussi, ouais. L'accompagnement, oui, mais plus âgées, vas-y, fonce, on n'a qu'une vie, quoi. Ah non, mais Allez, il faut qu'ils se fassent tu vois. accompagner. Ouais, aussi. Non, mais oui, pourquoi on se met une limite de temps? Oui, mais je suis vieux, je peux pas faire ça. Non, t'es pas vieux et tu peux le faire. Vas-y, si t'as envie. Si t'as des capacités mobiles, physiques, etc. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Alors moi, ce que je dis à ma fille qui a 20 ans, et je lui dis, tu sais, c'est maintenant en fait. Tu as 20 ans, t'as rien à perdre. Euh, Quand tu as 20 ans, que tu as un petit appartement, que tu manges des pâtes, c'est moins dérangeant que quand tu as. En fait, tout ce que tu as connu, c'est compliqué de Mais ça, lâcher c'est très prise. propre à votre génération. Oui, mais Non, mais on a un confort de vie. Il faut qu'on le sécurise et Oui. voilà. Nous, on est là. Demain, je quitte tout, je m'en vais. alors, Ça me fait rien moi, du tout. personnellement, c'est pareil. Donc, tu es bien un mix. Moi, non, Ah ben moi non, par Peut-être contre, checker. moi Ah tout oui, mon ouais. petit confort, mon petit cadre, mon petit Mm. truc, des réglages. y a moi, pas de problème. j'ai pas ce Ah, problème-là et en c'est ce que je confort. partageais aussi à mes filles. Donc, elles ont connu le confort que moi, j'ai pas connu plus jeune. Donc, Oui. effectivement, c'est là où moi, j'ai sécurisé pour elles et on en parlait avec une ancienne collègue hier que je rencontrais par hasard qui a eu aussi des problématiques avec ses enfants. Et c'est ce qu'on se disait, c'est qu'effectivement, à trop vouloir, entre guillemets, les sécuriser, les protéger ou autres, ben, certaines fois, ça crée des situations compliquées. Et c'est vrai que ben, moi, je discute beaucoup avec mes enfants et ma fille qui a 20 ans, c'est ce que je lui dis. Je lui dis aujourd'hui, tu peux créer ton avenir. Donc, depuis l'âge de 8 ans, elle veut créer un établissement avec papa. Donc, tu vois, le côté entrepreneur. Mais je lui dis aujourd'hui, entreprends. Avant qu'il y ait ce projet-là, tu peux en avoir d'autres. Tu as 20 ans, là, tu vas travailler, mais tu peux créer aussi ton auto-entreprise pour aller faire différentes choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que tu vas faire des extras. Mais avant, on faisait ça au noir. Maintenant, Oui. on est auto-entrepreneur. Mais c'est très bien parce que ça crée le. Oui, ça surprend quand je dis ça, mais c'était ça. C'était une Dis pas ça à génération. côté de moi. Parce que oui, mais parce qu'il n'y avait pas l'auto-entrepreneuriat, enfin ça n'existait pas hein, le statut. Donc effectivement, soit tu travaillais, tu étais embauché, soit bah, tu allais travailler au noir. Et puis voilà. Donc et moi je lui dis bah, crée ta structure à côté, entreprends. Je lui parlais, tu vois, dans le village, si on crée une guinguette, ça va pas nous emmener beaucoup d'investissement, mais ça va être une expérience, ça va être chouette, c'est aussi une expérience. Donc c'est tout ça en fait que je dis moi aux jeunes. Et aux plus âgés, je leur dis, ben, aujourd'hui, c'est toute l'expérience que vous avez. Allez-y, foncez, réalisez-vous. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, par contre, c'est toute l'énergie qu'on a besoin Ouais. de préparer. Et c'est important de se préparer, effectivement, d'intégrer qu'on va devoir sortir de sa zone de confort, parce que c'est aussi ça, hein, l'entrepreneuriat, c'est sortir de sa zone de confort, d'aller sur des terrains où on n'est pas habitué, s'adapter, et puis certaines fois, créer de nouvelles opportunités en fonction des rencontres. Parce que moi, j'ai développé du partenariat sportif, par exemple. Voilà, après ceux qui le savent que ça a bien fonctionné. En tout cas, le club que j'ai accompagné ont beaucoup de partenaires, même si j'ai arrêté aujourd'hui. Je suis en train de recréer une structure avec justement une rencontre que j'ai fait. Donc voilà, bientôt on va pouvoir en discuter aussi. Trop bien. Ouais, C'est non, chouette. mais Bah, de toute façon, on se retrouve l'accompagnement et ouais, l'énergie, effectivement. Aussi. l'accompagnement, l'énergie Mm. et l'envie, quoi. Hein. L'envie, c'est ça. Il L'envie, faut, l'envie. peu Et, importe l'âge. et là, je vais la sortir avant la dernière question. Ah. Rien n'est jamais permanent, sauf le changement. Et c'est vrai qu'entreprendre aussi, c'est d'être à l'écoute de toutes les opportunités, de garder une forme d'agilité. Ça, c'est super important. De pas imaginer que, voilà, on a dit un point A à un point B. Non. Waze, des fois, quand il y a des bouchons, il te fait passer par des petites routes et on atteint le point B. Et sur les petites routes, on voit des beaux paysages, donc on peut faire des belles rencontres. Mm. Alors, dernière question. Vas-y. Quelles évolutions souhaitez-vous voir pour rendre l'entrepreneuriat plus accessible? Alors, déjà, moi, juste intégrer, ouais, non, ça, c'est super important. Intégrer et parler aux jeunes
que le monde merveilleux Ah oui. des influenceurs, c'est pas la vraie vie, ok? Donc ça, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être patron. Bien, on va t'expliquer, être patron, tu hypothèques ta maison, tu as des crédits par-dessus la tête, tu es en train de regarder tes chiffres tous les mois et que tu vis d'incertitude, que tu dors pas bien toutes les nuits. Donc voilà. Alors on veut pas, parce qu'on était très positif sur ce podcast et si on est là, c'est parce qu'on est tous des entrepreneurs, à chacun son niveau et en tout cas on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Mais d'avertir aux jeunes que c'est pas donné à tout le monde, que ce n'est pas une fin en soi et que réussir, ça ne veut pas forcément dire avoir une entreprise, parce que avoir une entreprise, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent. Donc du coup, après, juste expliquer ça et que quand on crée une entreprise, il y a une structure, il y a des règles à suivre pour minimiser au max les risques, etc., etc. Et j'en clôturerai sur ça. Clara, elle lève le doigt. Vas-y, tu peux. Je coupe pas, c'est pas poli. En revanche, t'as quand même dit réussir, c'est pas forcément avoir une entreprise, parce qu'avoir une entreprise, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent. Pour moi, réussir, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent. Il y a quand même cette dimension qui est à prendre en compte. Et ben moi, c'est pas du tout pour ça que j'ai créé ma boîte, hein. Par exemple. Je pense que je suis pas la seule du tout dans ce cas-là. Et il me semble que dans les statistiques, la première raison, c'est l'indépendance, justement. Et c'est pas gagner de l'argent. Et je pense que c'est une très bonne chose que ce soit pas le premier levier parce que si tout le monde veut gagner plein d'argent, on part dans des dimensions de croissance exponentielle. C'est dans les statistiques des personnes qui ont déjà lancé leur activité. Donc voilà, là, la question, c'était rendre l'entrepreneuriat plus accessible. Voilà, soyons bien vigilants à expliquer aux jeunes les points positifs, les points négatifs. Et Pour moi, c'est pas, enfin, si, c'est qu'aux jeunes, mais en fait, c'est à tout le monde de manière générale. Effectivement, on en discutait tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment intégrer cette dimension de l'entrepreneuriat, de la gestion de sa vie personnelle. J'entends, c'est quoi une carte vitale, comment ça s'utilise, comment on fait des impôts, enfin, comment on lit une facture. Ça devrait être intégré, en fait, dans les programmes, peut-être pas à la maternelle, mais vous voyez, je sais pas, à partir du collège. Et ça fait partie de ce qui serait bien. Voilà, oui. Avoir une notion quand même aujourd'hui. Alors, quand j'ai fait partie d'une association, on avait travaillé sur justement l'apprentissage de la gestion financière pour les adolescents. Bah, ça passe par là. C'est-à-dire que déjà, pour créer une entreprise, ce serait déjà bien d'avoir des notions pour savoir demain quand tu vas te retrouver dans la vie active, jeune padawan, ce que tu vas avoir comme cursus, qu'est-ce qu'on t'a inculqué, comment tu vas dépenser, est-ce que tu vas avoir une réflexion en fait, et il y a plein de petites choses comme ça qui sont déjà importantes. Donc c'est compliqué de devenir chef d'entreprise quand tu n'as pas déjà ces bases, parce que indirectement elles sont aussi importantes pour la suite. Et moi, juste par rapport à ce que vous disiez, c'est parce que bien évidemment, moi je te rejoins, c'est un tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est un équilibre. Parce que le sens, oui, mais si tu gagnes pas d'argent, à un moment, ça va devenir compliqué. Et bien évidemment, il faut pouvoir s'assumer. Enfin, quand tu es chef d'entreprise, tu assumes qui tu es et ce que tu as envie, entre guillemets, de gagner en fonction de voilà, ta fibre, ton ego ou autre, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, pour moi, c'est important, c'est l'équilibre. Mais effectivement, en tout cas, le côté facilitateur, pour moi, c'est l'administratif aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un gros frein. C'est peut-être aussi quand on est accompagné, alors on a la chance quand même d'avoir des structures qui sont quand même bien faites pour nous accompagner. Et c'est une chance, c'est pas partout. Mais derrière, c'est un méandre d'administratif que tu dois gérer en tant que chef d'entreprise, et ça c'est quand même compliqué avec la notion aujourd'hui effectivement. Alors moi je suis au carrefour, mais la partie RSE qui est arrivée ces dernières années, c'est aussi le sens qu'on donne à ça, parce que le greenwashing, tout ça. Donc mais déjà faciliter la partie administrative et avoir les notions de base. Alors peut-être pas en comptabilité, mais
de rentabilité. C'est ça. Qu'est-ce que c'est la rentabilité d'une entreprise? C'est pas le chiffre que tu encaisses tous les jours. C'est tout, voilà, le seuil de rentabilité, le point mort, enfin, tout ça, et le nombre de personnes que je croise cette notion est absolument pas intégrée. Et ça, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est quand même un conseil de base. De toute façon, d'une manière générale, je pense qu'il faut. Enfin, là, j'ai participé à la nuit de l'orientation à Chartres au mois de novembre. Et en face de moi, bon, parler de responsabilité sociétale des entreprises à des collégiens, ça marche pas bien, parce qu'ils connaissent pas le monde de l'entreprise, donc très clairement. Je me suis fait un bon copain de stand à côté, mais à part ça. Et en fait, on leur demande déjà à ce moment-là de choisir leur voie, le domaine dans lequel ils veulent travailler et autres, alors que je pense qu'ils savent déjà même pas quels emplois existent tout simplement. Et en fait, j'ai l'impression que ils mettent un peu on leur fait mettre la charrue avant les bœufs, au lieu de leur expliquer, bah voilà, déjà dans le monde du travail, vous pouvez être indépendant, vous pouvez être patron, monter une structure avec des salariés, en fonction de comment ça marche. Vous pouvez être salarié et en fait leur montrer un peu tous les choix qui existent et bah quel profil, enfin ça existe des tests de personnalité pour savoir vers quoi tu peux partir aussi. Au collège, hein, Ils en font, ça y est. Ouais, ils en font au collège. Enfin, moi, à l'époque de ma fille qui était au collège, elle en faisait, ouais. Ah bah, nous, non. Ouais. Ouais, elle en faisait, ouais. Non, moi non plus. Ouh là là. Ils en font. Alors moi, j'ai ma meilleure amie qui est conseillère d'orientation, psychologue, et du coup, effectivement, ils en font. Enfin, il y a un plus gros travail que nous, notre génération, parce que Bah, effectivement, pour essayer de comprendre un peu c'est l'environnement nécessaire. de l'écosystème, quoi. Après, l'avantage aujourd'hui, je pense qu'on tend un peu plus, quand je dis vers un modèle anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on a la chance quand même de pouvoir reprendre facilement, plus facilement qu'avant, des études, de pouvoir plus facilement se réorienter. Et ça, c'est une chance. Donc, à un moment, c'est facilitateur. Et c'est là où on devrait peut-être poser l'accent sur les jeunes, parce que moi, je le vois, la génération de ma fille, la grande, et puis la petite qui a 14 ans. Effectivement, la grande, c'était facile, elle savait ce qu'elle voulait faire. Mais quand je parle avec mes amis qui ont des grands comme Mais c'est assez rare, hein. oui, c'est rare, Ouais, c'est très rare. c'est C'est-à-dire rare. que eux, justement, ils étaient confrontés à des difficultés parce que les enfants savaient pas, parce que ça crée de l'échec scolaire arrivé au moment de la terminale, parce qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient faire après. Et moi, c'est ce que je disais, par contre, à la petite, bah, tant que tu sais pas, déjà, travaille bien à l'école. Et puis, voilà, après, c'est bête à dire, mais déjà, quand tu as le bac, tu peux rebondir sur différentes formations. L'accès aux formations est beaucoup plus simple qu'avant. Il y a plein de modèles de formation. On est ici chez Formaflow, donc qu'on est l'exemple sur l'adaptabilité. Donc je pense que c'est aussi les rassurer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour eux, c'est plus compliqué. Avant, tu faisais partie d'une famille de pharmaciens, tu allais être dans la médecine, ingénieur ou autre. Et c'est vrai que bah là, pour le coup, tout est plus ouvert, mais ça crée pas mal d'incertitudes, de questionnements. Et je pense qu'il faut aussi les rassurer en disant bah que tu saches pas, c'est pas grave en fait. Non. Ouais, Et c'est puis ça, la vie, c'est ouais. fait pour prendre plein de voies. Il n'y a Et pas puis une voie aujourd'hui, définie, il n'y a plus de voie définie. Enfin, voilà, il y a plus. ouais. Aujourd'hui, ça fait l'objet aussi d'un podcast précédent. Aujourd'hui, les passerelles. On évoquait des passerelles, moi, qui n'existaient pas du tout à mon âge. Enfin, j'allais dire à mon époque. Ça fait non, mais quand moi j'étais à l'école, il n'y avait pas de passerelle. Soit tu faisais du technique, soit tu faisais du général, et soit après t'allais en fac, et soit voyager à l'étranger, Erasmus, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, il y a plein de passerelles. Donc voilà, plein de dispositifs. Et donc, si on pouvait un peu conclure sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nos jeunes écoutent ces podcasts. Oui. Nous, on organise des cafés-débats. Il faut que les générations se parlent entre elles. Et là, je regarde Daniel, on revient dans l'humain, dans le réseau, dans l'échange. Et il faut apprendre, il faut se parler. Il faut se parler. Et Il faut se s'écouter. parler. Et s'écouter. Et être tolérant et comprendre. Non, parce que tu te nourris des autres. Enfin, moi, j'étais restaurateur, donc en discutant avec des clients certaines fois qui avaient des parcours ou autres, bah ça te nourrit. Tu te nourris des expériences. Le réseau, tu rencontres des personnes, comme je disais tout à l'heure, mais tu rencontres aussi des jeunes qui ont 20 ans, qui ont créé, bah, comme Nicolas, qui a créé sa structure
qui est assureur, qui cartonne. Ça fait 4 ans qu'il fait ça. Voilà. Il ouvre encore. C'est ça. Donc, qui se développe et tu te nourris en fait des personnes que tu rencontres parce que tu sais faire la part des choses aussi parce que faut faire attention. Dans les réseaux aussi, tu peux avoir des imposteurs. Tu peux avoir aussi des réseaux où il y a beaucoup d'ego et c'est de savoir où on va. Alors, moi, je prêche pas que pour Dinaba et qu'on soit très clair. Ce que j'ai toujours aux personnes, c'est aller où vous vous sentez bien. Mais ce qui est important, c'est de faire attention justement à tout ça parce que si t'es pas très sûr de toi, tu vas sur un réseau où il y a trop d'ego, où il y a voilà, bah, tu vas te sentir petit, tu vas te sentir encore plus petit, tu vas te dire ah bah non, j'ai pas d'utilité. Tu vois, c'est tout ça en fait qui est important et je pense que pour un entrepreneur, c'est aussi de savoir s'écouter. Voilà, on a aussi des bonnes intuitions et ça c'est de l'écouter, je pense aussi. Tu veux conclure? Le mot de la fin, Clara. C'était pas prévu, ça. Non, Ah, bon, d'une part, ça fait plaisir de toujours rencontrer des entrepreneurs, hein, quand même. Ouais. C'est toujours des parcours de vie super intéressants, donc je suis contente d'être là. Mais non, honnêtement, quand on veut entreprendre, je pense que la base, c'est de croire en son projet, mais de le travailler quand même. Faut le challenger non-stop, et c'est à ça que ça sert, les accompagnements. Enfin, comme tu disais, il faut se faire accompagner de A à Z, et voilà, quoi. Okay. Bon, ben, c'était super. Ben, merci. Oui, merci à vous deux. Merci à vous deux. On espère que ça vous a plu. Ouais. On aura l'occasion certainement de reparler de tout ça parce qu'il y a plein de choses dans les tuyaux. On rappelle le 12? Le 12 juin, oui. Ouais. Notre after work qui a lieu à Dreux au hangar où on va fêter les 1 an du podcast. Donc, on sait que tous les deux vous serez là, mais voilà. Merci encore. On sera entouré de toutes les personnes avec qui on a partagé toutes ces heures d'enregistrement et Entre autres. Ouais. Il faut tout écouter d'ici là. Bien sûr, bah là, je m'y suis attelé. Ouais, on va faire des quiz, attention. Hein. Attention. Donc, merci à vous deux. 1000 fois. Et puis, donc, le mot de la fin, c'est écouter, liker et partager. Oui. À bientôt. Au revoir.